vous qui souhaitez acquérir une maison soleil. Également, vous, investisseurs qui cherchez des débouchés dans un pays qui a une bonne croissance et qui a des opportunités ou juste faire un investissement en dehors des sentiers battus. Alors, surtout, ne bougez pas, hein, restez là. C'est ce qui va se dire là, va vous intéresser, j'en suis convaincu. Alors, de nombreux Français et également des étrangers veulent procéder à un investissement aux États-Unis. Alors, grâce à vous, chers experts, vous n'êtes pas totalement tous, vous n'êtes pas nombreux là encore, mais nous tenterons de déterminer comment définir ce public cible, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés à investir aux États-Unis et particulièrement en Floride. Nous évoquerons les principaux choix d'investissement dans l'immobilier et bien entendu, il s'agira de vous entourer des meilleurs professionnels, à savoir vous, chers experts, pour les accompagner dans cette démarche. Alors, Rachel est partie alors que je voulais quand même lui poser quelques questions sur la chambre. Alors, en fait, elle veut vraiment me laisser tout gérer et je trouve qu'elle fait tellement bien les présentations. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ah, mais c'est pas grave, on va répondre. On va répondre pour elle à ce que fait la chambre parce qu'elle fait tellement de choses au niveau de Miami. Ah ben alors, je vous écoute, Fabrice. Justement, dites-nous, quel est le rôle de la chambre? Ben, la chambre de commerce, la chambre franco-américaine de commerce, elle est un point de rencontre central pour toutes les entreprises qui travaillent à la fois en France, bien entendu, enfin en tout cas au-delà de l'Atlantique, c'est-à-dire qu'on démarre d'une communauté d'intérêt française avec une expansion à l'international et une exposition bien évidemment à l'international aux USA, avec une localisation dans le sud de la Floride et une nécessité d'avoir des connexions, du réseau, de la rencontre entre professionnels de qualité. Et la Chambre, en fait, est à l'organisation, est à la manœuvre pour pouvoir justement mettre en connexion tous ces professionnels et développer le business pour que justement les entreprises françaises qui s'implantent aux États-Unis soient sur la route du succès, tout simplement. D'ailleurs, je rappelle que la Chambre a émis un catalogue d'experts dans lequel vous figurez tous et au moins 60 experts qui y sont présents avec toutes vos descriptions. Et ce catalogue sera diffusé, enfin en tout cas sera offert gratuitement aux 600 personnes qui se sont inscrites sur cette exposition, enfin en tout cas ce salon digital. Donc, merci à vous d'y avoir contribué. Et on va commencer tout de suite, en fait, par un tour de table. Et je suis un peu inquiet parce que vous n'êtes pas tous présents là ce matin. Donc, il nous manque quand même Séverine et Glantine. Elles arrivent, je crois qu'elles arrivent. Vous étiez ensemble tout à l'heure en backstage? Tout à fait. Bon, alors, on va les attendre. Elles vont prendre alors, ça vous laissera plus de temps pour vous exprimer. Voilà. On dira cela ainsi. Alors, est-ce qu'Alix Watine Boucard, est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, donc Alix Watine Boucard, je travaille pour le groupe Barnes International Realty, je suis en charge de l'agence ici de Miami. Je rajouterai mes coordonnées à la fin de la session afin que vous puissiez me joindre le plus possible. Nous sommes à Miami depuis une quinzaine d'années, nous avons une trentaine d'agences. Une trentaine, 90 agences et nous sommes là pour servir nos clients sur du résidentiel principalement. Super, merci beaucoup Alix Watine Boucard. Églantine, vous nous avez rejoint. Bonjour, alors présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, donc pardon pour le retard et pour les problèmes techniques. Donc Églantine Courtière, je travaille chez JP Morgan au sein de la banque privée depuis maintenant 10 ans. Et je fais de la gestion de patrimoine pour des particuliers en Floride pour des résidents fiscaux américains. Super, merci beaucoup. Fabrice Marmousset. Alors, je suis Fabrice Marmouzet, je suis expert comptable français et expert comptable américain. Je suis le responsable de ce qu'on appelle le French Desk au sein du réseau RSM, qui est un réseau d'expertise comptable, d'audit et de conseil, qui travaille essentiellement avec ce qu'on appelle les middle market clients, c'est-à-dire que je travaille aussi bien avec des entreprises individuelles que des entrepreneurs sur leur côté, j'allais dire personnel, que sur des entreprises de groupes internationales et des multinationales pour certaines d'ailleurs. Et donc j'interviens sur la région sud-est des États-Unis et notamment à Miami, où je suis le représentant donc, de ce fameux French Desk. Merci beaucoup Fabrice Marmousset.
Marmouzé, pardon, excusez-moi. Maître, ah non, pardon, Séverine est venue, donc honneur aux femmes. Séverine, bonjour. Séverine Galandi. Bonjour à tous. Également des petits soucis techniques, mais ça devrait aller. Donc oui, moi je me présente, donc Séverine Galandi. Je travaille donc pour la banque privée Columbus Capital Lending. Et donc je suis courtier en immobilier, aussi bien résidentiel que commercial. Super, merci. Voilà, sur toute la région de Floride. Merci Séverine. Maître Michael Van der Mael, bonjour. Oui, bonjour, Michael Van der Mael. Je suis un avocat au sein du cabinet Carlton Fields. Carlton Fields est un cabinet domestique comprenant plus de 300 avocats, représentants gouvernementaux. Nous conseillons une clientèle diverse, internationale aussi bien que domestique, dans des problématiques juridiques complètes aux États-Unis. Particulièrement, moi, je conseille mes clients dans le droit fiscal international et domestique, le droit des affaires et les successions. Et d'autre part, je conseille particulièrement les non-résidents, donc clients non-résidents qui investissent dans l'immobilier, dans la structuration de leur achat immobilier et l'acquisition de différents types d'actifs immobiliers aux États-Unis. Très bien, merci maître. Alors, je me tourne directement vers vous, Alix. Vous êtes la directrice donc, de l'agence Barnes, agence de très bonne réputation à Miami. Alors, pourquoi investir à Miami? D'abord, Miami, je pense qu'il faut dire deux mots sur Miami, sur l'économie américaine en général. On connaît le dynamisme du pays. Mais Miami, c'est des chiffres clés. On parlera bien sûr tout à l'heure de l'aspect fiscal, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu en Floride. Mais Miami, c'est avant tout la 4e plus grande économie des États-Unis. C'est le 3e État doté du meilleur taux de retour sur investissement. Donc, ça nous concerne directement. C'est la première ville aux États-Unis en termes de croissance sur le marché de l'immobilier de prestige et la 5e dans le monde, si je ne m'abuse. C'est aussi la première ville en matière c'est la capitale, pardon, de la croisière de tourisme. Donc, c'est plus de 4 millions de passagers qui sont transportés chaque année. C'est un hub, on l'a vu à travers les divers jours, les 2 jours passés, c'est un hub au niveau tech, grâce à French Tech, pardon. C'est une ville qui est en pleine expansion, qui monte dans les charts, où il y a une qualité de vie qui est indéniable, puisque on a le soleil pratiquement toute l'année. Donc, c'est un mélange entre une qualité de vie, un lifestyle et des conditions économiques qui sont tout à fait favorables pour un investissement immobilier. Cerise sur le gâteau, je sais que nous avons pas mal de Français qui sont en train de nous regarder. Aux États-Unis, et notamment en Floride, à Miami, on privilégie le propriétaire. C'est-à-dire qu'on va mettre tout en œuvre pour protéger le propriétaire, pour l'accompagner en cas d'investissement locatif, s'il a des problèmes avec son locataire. La loi est en général pour lui. Voilà, ça fait, je dirais, à peu près tous les éléments qui sont mis en place et ça nous pousse à investir à Miami, notamment aussi grâce à une rentabilité qui reste importante et assez soutenue. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est un élément indéniable quand on veut investir dans un aspect d'investissement locatif. On a une rentabilité qui reste assez soutenue par rapport à d'autres villes ou à d'autres. Ok, très bien, merci. Et quel est le processus finalement en termes d'acquisition d'un bien à Miami et quels sont les frais à prévoir? J'imagine qu'ils doivent être énormes vu les beautés du patrimoine à Miami. En fait, pas tant que ça. Finalement, c'est assez réglementé et nous avons des frais. Je vais essayer d'être assez synthétique parce que c'est assez long, mais je vais reprendre les grands schémas. La grande différence, encore une fois, par rapport au marché français, c'est que tous les biens sont centralisés sur un fichier qui s'appelle le MLS, c'est-à-dire que tous les agents immobiliers de la place de Miami ont accès à l'intégralité de l'offre. Donc, ce qui va faire la différence, c'est la relation que le client va nouer avec son agent immobilier, la relation de confiance sur la marque, mais aussi sur l'individu et sur ses qualités de négociateur. Donc, c'est vraiment ça qui fera la différence dans un premier temps. Donc, ça, c'est un important facteur. Pour ce qui est du processus… Oups. Nous avons un petit…
Vous êtes revenu, Alix, on vous écoute. Vous m'entendez ? Oui, allez-y. D'accord. Je disais, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on souhaite acheter? Quel est le but final? Est-ce que c'est de l'investissement? Est-ce que c'est de venir s'expatrier? Auquel cas, est-ce qu'on souhaite être proche d'une école, proche de la mer, proche d'un quartier vivant? Miami est une ville qui est très, très grande, très espacée. Donc, ce sont les premières questions qu'il faut se poser et où l'agent immobilier est important pour justement vous accompagner dans cette démarche. Est-ce qu'on veut être dans une maison? Au jour d'aujourd'hui, il y a une recrudescence de demandes vis-à-vis des maisons avec la période qu'on vient de subir, avec la pandémie. Donc, est-ce qu'on veut être dans une maison? Est-ce qu'on va être face à la mer? Donc, c'est très important. Il y a après la phase sélection et visite de biens, où là, effectivement, encore une fois, l'agent est important parce qu'il doit avoir fait son travail, avoir vu si il n'y avait pas de problème sur le bien en question, si ça correspondait exactement aux critères. Vient ensuite la période de l'offre, c'est-à-dire que vous êtes sûr d'avoir trouvé le bien qui vous plaît, vous envoyez, votre agent va écrire une offre qu'il va envoyer à la partie adverse, parce qu'en fait, il y a un agent pour l'acheteur et un agent pour le vendeur. Donc, nous, en tant qu'acheteur, nous allons envoyer, je me place effectivement en tant qu'acheteur, donc nous allons envoyer une offre écrite à l'agent du vendeur. On va parler des termes. Ça peut être, est-ce que finalement le vendeur ne veut pas laisser ses meubles, enfin voilà, plein de petites questions qui sont importantes. Il faut bien faire le tour des choses et c'est important de valider toutes ces étapes-là pour pas qu'il y ait de surprise après, plus tard à la signature, ou que l'acheteur se sente spolié d'un côté ou d'un autre. Donc c'est important de bien poser toutes les questions et de bien avoir revu en détail cette offre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Alix. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes parce que nous avons encore d'autres questions à vous poser. Là, je me tourne vers Maître Michael van der Mael. Alors, pourquoi faut-il consulter un conseil juridique avant l'acquisition d'un bien immobilier aux États-Unis? Oui, Jimmy, merci pour cette question. En effet, comme Alix vient de le mentionner, le marché américain est très attractif. Mais encore faut-il planifier et prévoir comment acquérir son actif immobilier, que ce soit le financement, accompagner le client pendant le processus de closing et la maintenance du bien, et aussi à la stratégie de sortie, c'est-à-dire la revente de l'actif, ou peut-être que la stratégie de sortie, c'est en fait non planifiée comme un décès ou autre. Toute cette problématique, surtout pour le non-résident, le contribuable qui n'est pas américain, est complexe. Cela dit, avec une planification préalable, on peut vraiment réfléchir et maximiser les objectifs d'optimisation fiscale, mais aussi juridique du client. Ok, très bien. Merci beaucoup, Maître. Alors, mais quelles sont les considérations fiscales et juridiques importantes à connaître concernant l'acquisition d'un bien aux États-Unis? Oui, donc elles sont multiples, Jimmy. Je crois que nous, en tant que conseillers, tout d'abord, on essaye de comprendre les objectifs personnels d'investissement du client, vraiment de comprendre le profil du client qui va vraiment diriger le conseil juridique, mais aussi le conseil en optimisation fiscale. Voilà, un client qui va peut-être acheter un second bien de vacances pour le long terme, qui veut maintenir le bien comme un bien patrimonial, sera peut-être concerné des problématiques de succession aux États-Unis. Comment va-t-il transférer son actif aux États-Unis à ses enfants, à sa famille en cas de décès, ou quelles sont les considérations problématiques de droit de succession aux États-Unis. Et donc, en planifiant cela, on peut vraiment minimiser, voire éliminer ce type de problématiques. D'autres profils de clients ont intérêt plutôt de maximiser, on va dire, les plus-values de revente aux États-Unis, les revenus locatifs, créer des pertes fiscales, vraiment optimiser la rentabilité du bien d'investissement aux États-Unis. Donc, je pense que les considérations fiscales sont importantes dans ce type de projet. Il faut les comprendre surtout du point de vue du non-résident qui, lui, est taxé sous un régime qui est différent de celui du contribuable américain. Et il doit comprendre les différentes ramifications de ce régime d'imposition. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup, Maître. On vous retrouve dans un instant. Alors, Fabrice Marmouzet, vous êtes donc expert comptable France-États-Unis au sein du groupe RSM. Alors, un visa américain est-il obligatoire pour être en capacité d'investir dans l'immobilier aux États-Unis depuis l'étranger? Alors, merci Jimmy. Bonjour à tous. Merci de me poser cette question parce qu'elle est importante. Contrairement à beaucoup de considérations fiscales dans d'autres pays,
Aux États-Unis, en effet, et sans vouloir prendre la réponse à un avocat d'immigration, mais pour considérer l'aspect fiscal des choses, eh bien, la réponse, en fait, est simple. C'est qu'il n'y a pas besoin, contrairement à beaucoup d'idées reçues, d'avoir un visa pour investir aux États-Unis. On a parlé tout à l'heure d'acquisition immobilière. C'est vrai pour une acquisition immobilière. C'est vrai également pour un business, puisque moi, je travaille beaucoup avec des clients qui font des acquisitions de business aux États-Unis, ou soit de sociétés directement, soit de fonds de commerce. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui permet de dire, déjà, il y a une porte ouverte. Deuxième chose, si je peux me permettre de rebondir, et en lien avec la question que vous posez sur le visa d'immigration, par rapport à ce qu'a dit Michael juste avant, c'est que pour faire court, fiscalité avantageuse aux États-Unis, parce qu'on a une absence pour les personnes physiques d'impôt sur le revenu au niveau de l'État de Floride. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et deuxième chose, en matière d'investissement immobilier, et donc ça, c'est quand même quelque chose aussi d'important, la possibilité de créer des déficits avec un système d'amortissement des biens immobiliers, qui est quelque chose qu'on connaît en France avec des régimes particuliers, à part que aux États-Unis, c'est un régime de droit commun. Et donc, c'est quelque chose qui est très avantageux. Par contre, un point à discuter avec l'expert comptable et l'avocat fiscaliste, c'est l'opportunité de monter une structure pour éviter ce qu'on appelle le FIRPTA, c'est-à-dire un prélèvement lors de la revente, qui est quelque chose qui est très spécifique aux États-Unis et qui s'applique aux non-résidents. Mais on a des possibilités et des solutions très, très concrètes pour éviter ce genre de choses et bien faciliter l'acquisition, l'investissement aux États-Unis, que ce soit d'un bien immobilier ou que ce soit d'un business, bien évidemment, puisque c'est tout à fait possible. Et comme le disait tout à l'heure Alix, c'est très dynamique. Donc, il y a des possibilités justement de développer des business aux États-Unis, même à distance. Très bien. Merci Fabrice. Et alors, est-ce qu'il existe des restrictions ou des limites financières, fiscales, juridiques, ou tout simplement pratiques, pour investir aux États-Unis depuis l'étranger? Alors, oui, je l'ai déjà un petit peu dit dans la réponse précédente. Par exemple, j'ai évoqué le dispositif du FIRPTA, qui est un dispositif qui est un acronyme américain. Je vais vous passer les détails, mais qui est globalement un prélèvement sur le prix de vente lors de la revente d'un bien immobilier. Ça, on peut l'éviter justement en faisant une combinaison. Et c'est quelque chose qui est une limite, mais quelque chose qu'on peut, j'allais dire, totalement légalement organiser pour l'éviter. Ensuite, il y a un sujet quand même important aujourd'hui, avec les déplacements qui sont restreints avec le Covid, c'est le recours en fait à des établissements financiers qui permettent d'investir en fait à distance. Et je pense que Séverine en parlera tout à l'heure, mais Glantine pourra aussi témoigner, parce que c'est vrai que si on veut investir aux États-Unis, eh bien, il y a ce qu'on appelle des restrictions d'ordre de contrôle bancaire, si je puis dire, ou de communication bancaire qui existe, ce qui s'appelle le FATCA notamment, quand on travaille entre la France et les États-Unis, par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, il y a certaines limites, mais elles sont tout à fait gérables, elles sont tout à fait faciles à comprendre une fois qu'on les connaît. Et ce sont des règles, en fait, où il faut travailler avec des professionnels, parce que si on les méconnaît, eh ben, en effet, ce sont potentiellement des soucis. Mais si on les connaît bien, et justement ces limites, elles existent, mais elles sont tout à fait gérables, comme je l'ai dit juste avant, et il faut justement les préparer, et les préparer, ça se fait avec les bonnes personnes. Alors, merci beaucoup Fabrice. Je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent qu'elles peuvent nous poser leurs questions donc via le chat session qui est donc présent en permanence durant cette table, mais qu'elles peuvent également, pour des considérations beaucoup plus personnelles, individuelles, qu'elles peuvent vous contacter en direct via une session vidéo, via votre stand digital. Donc, ce n'est pas comment dire, inopportun de le préciser régulièrement. Merci à vous Fabrice. Je me tourne vers Séverine Inès Galandi. Alors, vous êtes courtier en immobilier chez Columbus Capital Lending. Alors, est-ce qu'il est possible d'obtenir un emprunt en tant que résident étranger aux USA pour mon investissement immobilier? Limite, j'ai l'impression de parler de moi, en fait. Alors, au risque de vous surprendre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, oui. Et j'en ai d'ailleurs fait ma spécialité. Oui, on vous entend très bien. Est-ce que vous m'entendez?
Tout simplement, pour les résidents étrangers, il est plus facile d'obtenir un emprunt, je dirais, qu'un résident américain, quelqu'un qui vient d'arriver sur le territoire et qui n'a pas 2 ans d'historique d'emploi ou 2 ans de taxes, par exemple, à montrer à la banque. Donc, sachez tout de même une chose importante, c'est que les grandes banques telles que… Séverine, c'est ce que je voyais tout à l'heure. J'avais constaté que sa connexion n'était pas très stable. En attendant que Séverine revienne, je m'adresse à vous, Églantine Courtière. Vous êtes banquière spécialiste en gestion du patrimoine chez JP Morgan. Vous êtes VP, il faut le dire également. Vous êtes vice-présidente chez JP Morgan. Donc, comment facilitez-vous l'approche d'un client étranger qui souhaite investir aux États-Unis, qu'il soit résident ou non? Merci Jimmy. Donc, je vais déjà commencer par la partie des non-résidents parce que les options sont un peu plus limitées dans le système bancaire. Donc, vous pouvez, dans la majorité des banques de détail, ouvrir un compte de dépôt ou un compte courant qui vous permettra de recevoir un loyer si vous faites un investissement immobilier ou bien de payer des charges. Mais vous ne pourrez pas ouvrir de compte investissement si vous n'êtes pas résident américain. Et ça, comme Fabrice l'a mentionné auparavant, c'est pour des histoires de cross-border entre les deux pays et c'est une limite pour vous. Moi, personnellement, je m'occupe d'une trentaine de familles à Miami, majoritairement européens, mais résidents fiscaux américains, ou au moins en train de le devenir. Et dans cette situation, je peux les conseiller sur toutes les facettes de leur patrimoine, ce qui inclut bien évidemment les investissements financiers sur toutes les classes d'actifs, donc le marché actions, obligataires, les investissements privés et les investissements immobiliers, mais également les thématiques de structure de patrimoine, de fiscalité et de financement. Et donc, c'est dans cette optique que je travaille régulièrement avec des avocats fiscalistes comme Michael ou des experts comptables comme Fabrice pour pouvoir conseiller mes clients de la meilleure façon. Jimmy, on ne vous entend plus. Oui. De voir si Séverine peut nous rejoindre. Je suis de retour, merci. Quel conseil? Merci Églantine. Et je vous demandais, mais alors, quel conseil vous pourriez nous prodiguer pour qu'on se construise un historique de crédit convenable dès son arrivée aux États-Unis? Alors, arrivée aux États-Unis en l'occurrence. Voilà, donc déjà, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, le credit score est une note attribuée à chaque personne aux États-Unis ayant un numéro de sécurité sociale. C'est un peu comme le scoring à la Banque de France, c'est ça ou pas? Plus ou moins, on va dire, il reflète en fait votre capacité à rembourser vos dettes. D'accord. Et donc, le mode de calcul est basé sur différents points, mais les 3 points majeurs sont, on va dire, la constance de paiement effectuée, le pourcentage de votre capacité de crédit utilisée et également l'ancienneté. Donc, en fait, les scores vont on va dire de 300 à 850 et le score moyen aux États-Unis est de 720. Donc, le but, quand vous arrivez aux États-Unis, c'est d'avoir un score à 720 ou meilleur pour être considéré un bon emprunteur, on va dire. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez cette fois-ci? Oui, Séverine, merci d'être de retour. On termine avec Églantine et on revient vers vous dans un moment. Merci. Oui, Églantine alors. Donc, il faut avoir 750 points minimum pour être un bon payeur, c'est ça? On va dire considérer un bon emprunteur. Et encore, donc, pour le faire, il faut payer ses cartes régulièrement, utiliser son crédit mais ne pas en vivre et être patient parce qu'un credit score peut se construire sur plusieurs années. Donc, on vous conseille dès votre arrivée aux États-Unis de demander une carte de crédit avec votre banque qui risque d'être garantie par le montant que vous avez en compte épargne, mais au moins, on vous commencez quelque part et petit à petit, vous pourrez avoir ce credit score. Mais on vous donne une carte de crédit immédiatement lorsque vous arrivez dans une banque aux États-Unis? Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'il faut un credit score pour avoir du crédit et sans crédit history, vous n'avez pas de crédit. Donc, c'est toujours un peu compliqué et c'est pour ça que souvent, vous pouvez demander des cartes qui sont garanties par le montant que vous avez dans votre compte de dépôt. Donc, c'est considéré comme une carte de crédit, mais qui est en fait déjà garantie. Donc, c'est une façon, on va dire, facile pour commencer. Très bien. Merci beaucoup. Séverine, est-ce que vous êtes là? Séverine?
Séverine, est-ce que vous nous entendez? Je sais que vous êtes présente, on ne vous voit pas à l'image. Bon, vous avez disparu. En attendant qu'elle ne revienne, puisqu'elle a des choses intéressantes à nous dire. Maître Van der Mael, alors, faut-il acheter en nom propre ou au nom d'une structure d'acquisition établie au préalable, une Limited Liability Company, une corporation ou un trust, par exemple? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Oui, donc Jimmy, en effet, en tant que conseiller fiscaliste, je propose différentes solutions sur mesure à mes clients. Encore une fois, c'est très important de comprendre le profil du client pour obtenir des réponses et des solutions optimales fiscalement. Et donc, il existe différentes structures comme acheter en nom propre à travers une LLC qui sont les plus communes. Mais mon conseil simple, déjà, c'est le timing. C'est quand faut-il contacter son avocat fiscaliste pour établir ce type de planification. C'est déjà en amont, dès votre premier contact avec votre agent immobilier, par exemple comme Alix, pour déjà établir la structure en amont qui va acquérir l'actif immobilier. Pourquoi est-ce important? Parce que le financement de l'actif se fait à travers la société que vous allez mettre en place ou autre véhicule comme un trust qui va ensuite acquérir l'actif. Si vous achetez l'actif en nom propre et puis qu'ensuite vous voulez restructurer votre achat en transférant le titre de propriété à une structure que vous avez établie après l'acquisition, cela peut entraîner des conséquences fiscales importantes et inattendues, comme celle que Fabrice a mentionnée, comme l'application de la retenue à la source de FERTA tax, qui est une retenue de 15% sur le prix d'achat, qui peut aussi s'appliquer non seulement sur une revente, mais aussi sur un transfert simple du titre de propriété en nom propre d'une structure à l'autre. Donc, il faut vraiment regarder les objectifs du client pour donner les différentes options de structure. Et typiquement, ce que je vois plus souvent comme erreur, c'est on achète en nom propre ou même à travers une simple LLC qui entraîne de nombreuses considérations fiscales négatives. Et il faut en être reconnaissant et comprendre qu'il n'y a pas toujours un bon impact. Par exemple, lorsque vous achetez en nom propre avec une LLC, où l'impact fiscal en cas de décès ou de donation peut être important pour un non-résident, l'impact est d'un taux de 18 à 40% sur la valeur de vos actifs aux États-Unis si vous êtes un contribuable non résident aux États-Unis. Il y a des structures ou des formules simples de planification qui peuvent éliminer les droits de succession ou les mitiger en cas de décès aux États-Unis. Donc, il faut réfléchir aux différentes solutions qui existent en amont, préparer le terrain et travailler avec tous vos professionnels. Donc, il n'y a pas que l'avocat, mais il y a le banquier pour le financement, le comptable, lui, qui va faire le suivi comptable et les déclarations d'impôts qui sont très importantes aux États-Unis. Si vous ne les faites pas correctement, vous pouvez être soumis à des pénalités importantes des autorités fiscales américaines. Donc, il faut avoir un bon suivi comptable et bien sûr le suivi de votre agent immobilier qui pourra vous conseiller en parallèle dans le meilleur choix et achat d'un bien immobilier aux États-Unis. Très bien, maître. Merci beaucoup. Alix Watine-Boucard, vous êtes la directrice de l'agence donc Barnes à Miami. Est-ce qu'on peut faire de la location courte durée à Miami sur le modèle de Airbnb, par exemple? Et tout à fait. D'ailleurs, c'est un modèle qui se répand de plus en plus. L'année dernière, le marché de location à court terme, c'était plus d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de faire du short term, de la location à courte durée. Vous pouvez le faire à travers des structures déjà existantes, où là, vous dégagez une marge qui est un retour sur investissement qui est différent en fonction de la manière de votre organisation. Si vous le faites en direct, vous allez pouvoir dégager autour de 9%. Si vous passez par un intermédiaire, c'est plutôt du 5%. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans la mesure où c'est une économie qui se répand de plus en plus et qui est de plus en plus active, il y a certains développeurs qui sont en train de construire à Miami des tours. Je parle de 2 tours en particulier, Nativo et Yotelpad, qui vont sortir de terre, qui seront livrés en 2023, je crois. Ces tours-là, ces tours vous garantissent un 8% de revenus. Donc, c'est vraiment une manière de doubler, voire de tripler vos revenus locatifs. Bien, merci beaucoup, Alix Watine-Boucard. Églantine Courtière de JP Morgan. Pour la partie liquide de son patrimoine, dans quel secteur investir aux États-Unis? Donc là, le thème est un peu plus, on va dire,
élargi que le thème immobilier dont on est en train de parler en ce moment, mais on va dire, pour faire, on va dire plutôt court, les secteurs les plus porteurs en ce moment sont les secteurs de la technologie et de la santé, qui sont relativement peu corrélés à l'économie réelle. Et vous avez pu assister à des tables rondes pendant ces 2 jours de conférences sur ces thématiques. Pour le secteur de la technologie et qu'on peut lier avec le secteur de l'immobilier en ce moment, c'était si facile parce que si vous prenez l'exemple du confinement, par exemple, vous n'alliez plus au bureau, mais vous aviez des conférences Zoom toute la journée. Vous n'alliez plus au mall, mais vous achetiez sur Amazon régulièrement et vos soirées entre amis se sont transformées en soirées Netflix. Donc, ce n'est pas une nouvelle tendance, mais on va dire que ça a été accéléré et que le Covid a accéléré son développement. Et donc, chaque entreprise, peu importe son secteur, doit se développer et devenir une entreprise technologique. Et si on prend le secteur immobilier, l'innovation dans le secteur immobilier s'appelle PropTech. Donc, c'est le diminutif de property et technologie. Et il y a des acteurs ici à Miami, que ce soit des startups ou des fonds d'investissement, qui tentent de révolutionner le secteur immobilier en digitalisant le processus d'achat et en mettant en contact tous les experts que vous avez en face de vous, donc le broker, l'acheteur, le fiscaliste. Donc, voilà, c'est ça pour la technologie et l'immobilier. Et puis, pour le secteur de la santé, encore, il y a eu une autre table ronde dessus, mais on entend bien sûr la course au vaccin, qui est quelque chose dont on entend dans toutes les informations. Mais il y a aussi des innovations un peu plus générales en termes de traitement. Et par exemple, la thérapie génique, qui consiste à introduire du matériel génétique dans des cellules pour soigner des maladies. Et ce secteur a fait des progrès considérables. Et il y a des acteurs privés à Miami qui font partie de cette conférence aussi, que vous pouvez contacter directement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Alors, nous regrettons l'absence, pour des raisons techniques, de Séverine Inès Galandi de la banque qui est courtier en immobilier de la banque Columbus Capital. Alors, Séverine vous a quand même laissé ses coordonnées, mais sachez que vous pouvez la retrouver via son stand digital, dès maintenant d'ailleurs, puisqu'elle n'arrive pas à revenir sur la table ronde, mais vous pouvez la rejoindre directement pour plus d'informations, comme vous tous d'ailleurs, chacun d'entre vous. Vous aurez l'opportunité, et je le dis à l'audience, à toutes les personnes qui nous suivent actuellement, vous aurez l'opportunité de préciser vos demandes auprès d'Alix, Fabrice, Michael ou même Églantine immédiatement après notre table ronde. Alors Fabrice, justement, je reviens vers vous. Si je suis investisseur étranger aux États-Unis, est-ce que je suis tenu d'établir des déclarations fiscales aux États-Unis? Si je suis investisseur étranger. Oui, la réponse, globalement, j'allais dire, elle va être oui, notamment si vous faites un investissement en vue d'obtenir des revenus d'un investissement réalisé aux États-Unis. C'est valable aussi bien pour de l'immobilier, imaginons de l'immobilier locatif. On a parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle le Airbnb, ce qu'on appelle dans le jargon aux États-Unis le short-term rental, parce qu'il n'y a pas que Airbnb comme acteur, mais c'est un principal, bien sûr. Et donc, à partir du moment où vous encaissez des revenus sur le territoire américain, sur le sol américain, vous êtes tenu de faire une déclaration d'impôt, même si vous n'êtes pas imposable, vous êtes redevable d'une déclaration d'impôt. Comme l'a dit Michael tout à l'heure, et comme je l'avais laissé entendre également, ne pas faire une déclaration d'impôt, c'est s'exposer à des pénalités potentielles et surtout à l'absence d'appréhension, si vous voulez, d'opportunités fiscales qui existent aux États-Unis et qui sont intéressantes. Oui, il faut faire des déclarations d'impôt à partir du moment où on engrange des revenus aux États-Unis. Il faut également faire des déclarations d'impôt et être en conformité quand on est un investisseur étranger pour faire les déclarations dans son pays d'origine, parce que même si la déclaration concerne un bien immobilier et que la territorialité, c'est le lieu de localisation de l'immeuble en ce qui concerne la fiscalité internationale, et dans la plupart des traités fiscaux internationaux, c'est exactement ce qui se passe, enfin, c'est même la totalité des cas de ce qui se passe, c'est la fiscalité donc, du lieu de situation du bien qui s'applique. Pour autant d'investisseurs immobiliers aux USA, qui est d'origine européenne, c'est peut-être français en l'occurrence, puisqu'on est avec la FACC, il va être tenu aussi de reporter un certain nombre d'informations fiscales sur des loyers qui ont été encaissés à l'étranger.
Mais rassurez-vous, chers contribuables français, ce n'est pas forcément une pénalisation puisque ces loyers ne seront pas imposables en France. Ils vous offriront un crédit d'impôt qui sera égal en fait à l'impôt français qui aurait été retenu sur les mêmes revenus que vous auriez encaissés en France, de manière à ne pas créer de distorsion. Pour autant, c'est quelque chose qu'il faut gérer parce que, comme l'a dit Michael tout à l'heure, la fiscalité, c'est une matière qui se traite au cas par cas. Et donc, il faut veiller justement à ce que cette fiscalité qui est avantageuse aux États-Unis, qui est globalement avantageuse sur un bien immobilier, soit bien reportée comme il faut pour justement ne pas devenir un piège sur lequel vous n'auriez pas fait ce qu'il faut et finalement vous seriez critiquable. Et alors que ça ne vaut pas le coup, puisque là, justement, je vous dis depuis tout à l'heure que c'est plutôt avantageux et qu'on a aussi beaucoup de solutions pour pouvoir justement éviter ce genre de choses. Mais il faut prendre un certain nombre de précautions et de mesures pratiques pour éviter ces pièges potentiels. L'investissement aux USA, c'est un pays différent, bien évidemment, de la France. C'est une réglementation différente de l'Europe. Et donc, les investisseurs qui nous écoutent, ne soyez pas effrayés. Sachez qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a des solutions, mais il faut prendre un certain nombre de mesures pratiques pour justement être en conformité et dormir sur ses deux oreilles, si tu veux. D'où la nécessité de vous rencontrer pour des entretiens individuels immédiatement donc après cette table ronde qui s'achève maintenant. Merci à vous tous. Merci à vous Alix, merci Églantine, merci Michael, merci Fabrice. Merci également à Séverine qui est encore présente et je l'espère que tous nos spectateurs présents aujourd'hui auront l'opportunité donc de vous, nos spectateurs, excusez-moi, nos internet spectateurs, comment peut-on dire? Bon, on dirait nos viewers. Internautes. Nos internautes, voilà, merci beaucoup. Bon, en fait, j'étais un peu perturbé avec la disparition de Séverine puisque on a vu dès le départ qu'on avait ce petit souci technique qu'on va essayer de régler. Mais dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à aller la voir et vous également afin d'avoir plus d'informations compte tenu de vos dossiers individuels. Merci à vous, bonne journée. On se retrouve personnellement dans 20 minutes environ avec la table comment créer et développer son business aux États-Unis avec d'autres experts. Merci à vous, bonne journée.